En 2016, Emmanuel Macron a réalisé qu'il pouvait prendre le pouvoir. Or, le pouvoir était depuis quasiment 50 ans aux mains de deux partis, le Parti socialiste et les républicains et leurs ancêtres. Qu'est-ce qu'il a vu que le reste des autres n'a pas su voir à ce moment-là? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui sur Respublica Universalis à travers l'illusion du bloc bourgeois de Bruno Amable et Stefano Palombarini. Quand je suis né dans les années 80, la vie politique française était relativement simple. À gauche, on avait le Parti socialiste et le Parti communiste. À droite, on avait le RPR et l'UDF. À cette époque sont apparus d'un côté les écologistes et le Front National, mais leur faiblesse relative les consignait à rester en marge du pouvoir. Or, en 2017, tout ce système a explosé. Le PS s'est presque totalement désintégré, et chez les Républicains, ça ne va pas très fort non plus. Bruno Amable et Stefano Palombarini, qui sont deux économistes, ont analysé le jeu politique français sous l'angle de l'économie politique. Pour bien comprendre ce qui est une crise du système politique, ils sont revenus jusqu'en 1980. Depuis 1981, le PS et LR se sont succédés au pouvoir dans ce qu'on appelle l'alternance, aucun des deux partis n'étant jamais réélu, à quelques exceptions près. Les Français sont-ils si inconsistants ou ont-ils la mémoire si courte que tous les 5 ans, ils jugent utile de renverser le gouvernement précédent? Victorieux aux élections de 1981, le Parti socialiste, appuyé sur son allié communiste, met en œuvre les mesures de ce qu'on appelle le programme commun. Embauche de fonctionnaires, semaine de congés payés, hausse du SMIC, réduction du temps de travail. Oui mais voilà, cette politique de relance se fait à contretemps, à un moment où le reste de l'Europe mène une politique d'austérité. Et rapidement, il arrive à la monnaie française, ce qui arrive actuellement à la monnaie turque. Elle se fait attaquer sur les marchés. Les investissements étrangers se retirent, l'inflation monte. Dès 1982, le gouvernement socialiste prend donc ce qu'on appelle le virage de la rigueur et mène une politique d'austérité, afin de s'arrimer au système monétaire européen et de pouvoir poursuivre la construction européenne. Face à ce choix, qu'ils perçoivent comme une trahison des engagements du programme commun, une bonne partie de l'électorat de gauche lâche le PS, qui se fait battre sèchement par la droite en 1986. À l'époque, la droite, c'est Jacques Chirac, un Jacques Chirac fraîchement converti à l'ultralibéralisme de Reagan et Thatcher. Cette ligne est en rupture complète avec celle du reste de la droite française, étatiste et relativement sociale, mais qui a justement du mal à se démarquer de la politique d'austérité et de conformité aux injonctions européennes que mènent alors les socialistes. Élu sur ce programme libéral, Chirac fait rapidement face à une farouche opposition dans son propre camp, une grande partie de la droite n'étant pas très chaude pour la cure thatchérienne et la réduction de la sphère d'action de l'État. N'ayant pu accomplir son programme, Chirac est sèchement battu par la gauche en 1988. À nouveau, la gauche a promis de mener une politique sociale durant la campagne, utilisant pour cela l'image d'épouvantail du libéralisme débridé de Thatcher et Reagan, dont on commence à mesurer les conséquences aux USA et en Grande-Bretagne. Mais l'électorat de gauche va rapidement être déçu avec la nomination par Mitterrand de Michel Rocard. Une politique d'ancrage à l'Europe, des privatisations, des politiques inefficaces durablement contre le chômage et des réformes à la marge qui réduisent le périmètre de la démocratie sociale. Assez logiquement, face à cette trahison de sa base sociale, la gauche se fait rouler dessus en 1993 par Édouard Balladur, héritier de la ligne libérale. Là encore, ce dernier se heurte aux aspirations contradictoires de son propre camp, surtout que Jacques Chirac fait son grand retour en instrumentalisant la ligne sociale, l'inverse de celle qu'il défendait en 1986, et en se présentant contre Balladur à l'élection présidentielle de 1995. Parlant de la fracture sociale, il a quasiment un programme de centre-gauche. Ce positionnement lui permet de l'emporter contre une victoire prévisible des socialistes et contre la faction libérale de son camp. Sauf qu'une fois arrivé au pouvoir, Chirac renie la politique sociale qu'il avait promis et lance directement une grande réforme libérale avec la réforme des retraites d'Alain Juppé. Se croyant encore très fort en 1997, il dissout l'Assemblée où il était pourtant majoritaire, mais se fait battre par les socialistes qui entre-temps ont retrouvé leur ligne politique sociale, promettant même les 35 heures et quelques réformes sociales comme la couverture maladie universelle. Arrivés au pouvoir, les socialistes et leurs alliés mettent bien en œuvre ce programme, mais aussi des privatisations.
la flexibilisation du temps de travail ainsi que la signature des traités européens enfermant la politique des États dans des conduites extrêmement libérales, notamment en matière monétaire et budgétaire. En 2002, non seulement la gauche arriva totalement dispersée aux élections, mais elle continua à tenir un discours social envers son électorat, lui-même déboussolé par sa politique en partie libérale. Logiquement, elle fut battue, et de justesse, par un Chirac ayant retrouvé ses accents sociaux de 1995. Un choix qui lui valait, non sans humour, le titre de super menteur dans l'émission Les Guignols de l'info, et qui contribua ironiquement, dans ce contexte de décalage entre les campagnes électorales et les actions concrètes, à le rendre sympathique. Arrivé au pouvoir dans un contexte de montée du Front National, Chirac enterre rapidement ses discours sociaux et mène une politique libérale de privatisation et de diminution des pensions de retraite, allongeant la durée du travail. Cette nouvelle trahison est mal vécue par son électorat, en même temps qu'elle ne semble pas aller assez loin pour une partie de celui-ci. Nicolas Sarkozy reprend la balle au bond en adoptant à son tour un discours teinté de social, mais aussi pour la première fois en essayant d'agréger les thèmes de l'extrême droite et du souverainisme. C'est ce choix s'opposant radicalement à la ligne chiracienne qui lui permet de se différencier et de proclamer la rupture avec une droite sociale, le menant à la victoire de 2007. Dès son arrivée au pouvoir, les accents sociaux de sa politique disparaissent rapidement et il mène comme les précédents gouvernements une politique libérale, mais toujours à la marge, jamais en s'attaquant frontalement au cœur de l'État social, ce qui mécontente à nouveau sa base. C'est ce rejet de Nicolas Sarkozy qui projette François Hollande et le Parti socialiste au pouvoir en 2012, cette fois sans alliés. Après une campagne prudemment marquée à gauche par quelques petites phrases et positionnements tactiques, Hollande trahit en rase campagne son électorat et abandonne ouvertement son programme. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Mange ça, pourriture communiste! Ironiquement, il est le premier à s'attaquer directement à l'essence de la démocratie sociale en réformant brutalement le code du travail, en procédant à des allègements massifs de cotisations sociales pour les entreprises. Il poursuit sur la même ligne européenne libérale que ses prédécesseurs, abandonnant l'idée de toute renégociation des traités européens. Au cours des 40 années écoulées, chaque fois qu'un parti politique prenait le pouvoir, il était balayé par l'opposition aux élections suivantes. Ou dans le cas de la droite, seulement s'il arrivait à se différencier suffisamment de l'héritage de son camp. Chaque fois qu'un gouvernement a été élu, il l'a presque toujours été en faisant campagne autour de ce qu'on appelle la question sociale, en exploitant les chiffres élevés du chômage ou le rejet du libéralisme par une partie de la société française. Il l'a fait en mobilisant ce qu'on appelle un bloc social. Un bloc social, c'est une coalition à visée hégémonique, ou au sens de Gramsci, littéralement une grande alliance d'intérêts entre des groupes sociaux divers, différents et parfois antagonistes. Traditionnellement, à gauche, on a l'alliance entre les ouvriers et les employés, ainsi que les cadres de la fonction publique, auxquels on ajoutera les professions intellectuelles chères à Gramsci. En face, à droite, le bloc social est plus hétérogène. On y trouve massivement les employés et les cadres du privé, les indépendants, la majorité des catholiques et tout un ensemble de gens sensibles aux valeurs libérales ou conservatrices. Notez que chaque bloc amalgamait aussi bien des personnes issues des catégories populaires que des classes aisées, la fameuse classe moyenne se répartissant à elle plus ou moins équitablement entre les deux blocs. Le but de chaque parti politique va être d'opérer des médiations entre les intérêts des groupes composant son bloc, pour parvenir à une synthèse. Tâche déjà difficile dans l'absolu lorsqu'on essaye de fédérer beaucoup de monde. Identifier les médiations possibles est justement le travail des partis politiques afin de maintenir la cohérence de leur bloc. Trop d'incohérence et insuffisamment de médiation et le bloc explose. Or après 1981, ces blocs sociaux traditionnels ne cessent de se fissurer et de se dissocier, essentiellement en raison des transformations économiques de la société, mais aussi des choix politiques qui sont effectués. Quand Mitterrand met en œuvre la rigueur en 1982 et 1983, il se coupe des classes populaires, frappées par la précarité et le chômage. La politique qu'il met en œuvre va essentiellement favoriser les cadres et les professions intellectuelles, neutralisant les employés du public. De la même manière, à droite, indépendants et cadres du privé aspirent globalement à des politiques libérales fermes.
Si une partie des employés du privé les suivent dans ce désir, c'est essentiellement lorsque ces politiques libérales ne les touchent pas ou qu'elles impactent les groupes sociaux adverses, tels que les fonctionnaires ou les employés d'entreprises publiques. Il y a à droite une vraie schizophrénie entre les partisans de l'État social et ceux du libéralisme, qui conduit celle-ci de contradiction en contradiction et qui feront qu'elle ne se résoudra jamais à attaquer ce qui fait le cœur de la démocratie sociale. Certes, il y aura de multiples réformes, mais elles se feront toujours à la marge, en essayant d'attaquer indirectement et rarement contre la propre clientèle issue des classes laborieuses qui votent en grande partie à droite. La gauche parce qu'elle trahissait une partie de son bloc social, la droite parce que sa base sociale avait des aspirations tellement contradictoires, les deux se retrouvèrent menés à la dislocation des alliances sociales derrière les partis politiques. Il n'y avait en réalité plus de base sociale suffisamment puissante derrière les deux grands partis, et dans chacun de ces partis, une partie des élites ne voyait plus réellement de différence avec ceux d'en face, en particulier autour du consensus sur la construction d'une Europe libérale, enfermée dans des traités qui ne permettent plus de contrôler à la fois le budget et la monnaie. Macron a donc compris qu'il fallait former un nouveau bloc social au centre, en amalgamant les élites de ces deux partis et de chacun des blocs, en réunissant les cadres, les professions intellectuelles et de manière générale, autant que possible, les classes moyennes. Ce bloc ne vise pas à être majoritaire, il réunit une population trop limitée, environ 40% de la population, mais en fracturant le jeu politique classique, il n'affronte plus que des adversaires divisés, qui n'ont plus eux-mêmes de blocs sociaux cohérents. En gros, c'est l'ordre ou le chaos. L'espoir de Macron, et il s'est relativement concrétisé, c'est de voir se former deux pôles d'opposition aux extrêmes, qui pourraient lui permettre de se définir comme le camp progressiste, contre un camp réactionnaire ou populiste, constitué de la France insoumise et du Front National, adversaire peu menaçant. Macron compte également sur un deuxième bloc, celui des abstentionnistes. Bien plus qu'en votant Mélenchon ou Le Pen, les Français se sont surtout massivement réfugiés dans l'abstention aux diverses élections depuis 30 ans. En effet, ni la France insoumise ni le Rassemblement national ne sont en position de fédérer des blocs sociaux et n'offrent pour l'instant pas d'alternative crédible. Le Front National, par sa ligne ultralibérale, est coupé des classes populaires, tandis que la France insoumise nage au milieu d'une gauche ultra divisée et fragmentée. Plus problématique, les organisations qui émergent de cette recomposition n'ont pas un fonctionnement démocratique et rejettent la dénomination de parti politique. Hégémonique par la faiblesse de son opposition, le bloc bourgeois doit cependant faire face à de sérieux obstacles. Deux gouvernements qui échouent à accomplir son programme en France est condamné à être battu à la prochaine élection. Macron a pour l'instant l'avantage de ne faire que ce qu'il a promis et d'être conscient du déséquilibre de sa politique économique et sociale, qu'il va sûrement essayer de compenser dans l'année qui vient. Il fait néanmoins face à des contradictions internes extrêmement brutales et à la fin de certains compromis institutionnels. La question des relations au travail par exemple, ainsi que le statut de la fonction publique, qui deviendront des sujets beaucoup plus aiguisés avec la baisse de la cote de popularité du président, avec peut-être des fractures dans sa majorité, mais aussi dans son bloc social, plus en profondeur. Certaines catégories, par exemple d'intellectuels, pourraient tout à fait se détacher du macronisme si elles le perçoivent comme allant trop loin dans le sens du libéralisme ou d'une normalisation ultralibérale de l'Europe. Autre obstacle lié au contexte européen, l'austérité extrême a fait monter partout en Europe l'ethno-nationalisme et les néo-fascistes et nazis. Si la menace du FN est relative en France, par l'incohérence de son programme socio-économique, la corruption de ses élites, la menace de subversion contre le régime républicain et l'influence délétère qu'il exerce sur le débat public sont par contre tout à fait réelles. Enfin, la disparition du fonctionnement démocratique de la vie publique au profit de mouvements disciplinés mais aux effectifs réduits et modestes est une calamité pour la qualité du débat public et pour la démocratie en général. Je peux parier que l'abstention va battre de nouveaux records aux prochaines élections. Voilà donc pour L'illusion du bloc bourgeois de Bruno Amable et Stefano Palombarini. J'en recommande la lecture si vous voulez comprendre la crise politique actuelle, si vous voulez comprendre exactement ce qui s'est passé en 2017 et ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron en ce moment même pour déterminer les suites de ses choix stratégiques. Voilà, j'ai fait cette vidéo qui, pour le coup, pour une fois, m'en rapprochant un petit peu plus de l'actualité, mais j'espère sans tomber dans le commentaire dernière news. J'essaie d'aller sur une analyse un petit peu plus fine. Donc ça, c'était l'analyse de Bruno Amable et Stefano Palombarini.
pense qu'elle peut faire l'objet d'un certain nombre d'actualisations et de critiques. Pour le coup, je prends un peu plus de risques, je vais sûrement me faire un peu backlasher dans les commentaires. Allez-y, lâchez-vous, je suis prêt et j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Mais essayez, s'il vous plaît, de rester argumenté et courtois. Je vous dis à très bientôt sur Respublica Universalis. Je vous fais à tous des bises. J'espère que vous êtes en bonne santé et que tout va bien pour vous.